Paris Radio Show, audio, musique, podcast, scène musicale, Boulogne. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, début d'après-midi, on va reprendre sur un sujet de stratégie audio-digitale. Voilà, et j'ai un beau petit plateau très, très diversifié qui va pouvoir nous faire écho, chacun dans leur domaine, de leur façon dont ils ont abordé ces évolutions de l'audience sur toutes les plateformes, avec l'audio, la radio au cœur pour certains, l'audio au cœur pour d'autres. Hop, impossible de prendre. Voilà, donc le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, on le traite dans cette salle plutôt dédiée à la radio, mais on va dire que c'est un sujet qu'on a bien élargi à l'audio digital. C'est le domaine de la stratégie. Voilà, la question de la multiplication des supports de consommation, la fragmentation des audiences. Voilà. Quand on est radio, quand on est web radio, comment on réagit, quelle est la stratégie qu'on met en place, et on verra que les solutions peuvent être diverses. Alors, les personnes qui vont pouvoir nous aider à explorer le sujet, je vais vous les présenter. Alors, honneur à Sarah dans un premier temps. Donc Sarah qui est responsable des podcasts à Énergie, qui a travaillé, et qui me dira si je me trompe, initialement plutôt dans le monde des agences, chez Havas Digital, Neo Gilifi, qui a travaillé chez des éditeurs comme Webedia, au business development chez Combini, donc qui connaît bien le monde du digital, et qui depuis 2018 a créé un podcast qui s'appelle Caféine Podcast, qui je vous encourage à écouter, qui sont des portraits de professionnels qui sont passionnés par leur métier. Et depuis 1 an et demi, Sarah accompagne et dirige toute l'activité de développement de podcasts du groupe Énergie. Elle va nous expliquer voilà, dans quel cadre elle intervient, comment ça s'harmonise avec la radio. Tout bientôt. Sarah, juste en quelques mots, si on a à décrire la présence on va dire d'énergie ou de la marque énergie sur les plateformes en termes d'écoute, c'est quel type de support en général? Si on fait assez rapidement, vous êtes présent beaucoup dans le domaine des web radios. Oui, tout à fait. On est présent donc sur toutes les plateformes d'écoute déjà, et sur nos flux radio sont disponibles évidemment donc en radio, mais aussi sur notre site internet, notre application mobile, mais aussi sur des applications comme Radio Player ou encore Deezer. Voilà. Et tous nos podcasts sont distribués évidemment sur l'ensemble des plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Okay. On reviendra tout de suite après pour te demander comment cette stratégie audio-digitale, tu la déclines, comment elle se gère. François Lebras, voilà, qui lui est un homme de radio à la base, voilà, qui a travaillé, alors, après ce que j'ai regardé, c'est une longue liste de réseaux, que ce soit chez Nostalgie, RTL, Énergie, Rage, RTL2 et actuellement It West. Pour des passages plus ou moins courts, effectivement, mais surtout une expérience pendant 5 ans chez RTL2. Plutôt sur partie animation, conduction d'antenne. Plutôt sur l'antenne, effectivement. Ouais. Okay. Et qui, en fait, depuis 2020, est coordinateur d'antenne et animateur de radio DY10. Exactement, c'est tout à fait ça. Une petite web radio, en fait, qui est hébergée sur Nantes et qui diffuse au-delà de nos frontières. Ok. Et qui, plus récemment, a créé, je pense à la suite, et il va nous expliquer ça aussi, en 2021, a cofondé l'Union des web radios françaises. Voilà, et ça nous intéressait aussi d'avoir cette perspective. Très bientôt, on en parle un peu plus. Voilà. Christophe Champin, autre homme de radio, très terrain, très international, qui a travaillé à RFI alors depuis très longtemps, en commençant par
du terrain au Zimbabwe, si j'ai bien vu, au Cameroun comme correspondant, qui est revenu à Paris dans la rédaction du service Afrique, qui est reparti sur le terrain au Sénégal, et qui, là, depuis 2009, a travaillé dans la rédaction multimédia à Paris, et qui maintenant, depuis déjà une dizaine d'années, est adjoint à la directrice Cécile Négy en charge des nouveaux médias. Voilà. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir cette perspective d'un média public qui est particulière, avec des moyens différents, mais surtout une audience bien particulière, de savoir comment l'audio est géré. Et puis, Jacques, je vais faire plus court. Ça ne me dérange pas. 20 ans à 100% cofondé. Et, 22 exactement. 22. C'est facile parce qu'on a démarré en 2000. Donc, Voilà. Dans le groupe 100% qui a rejoint en tout cas le poste d'administrateur au niveau des Indes radios. Et c'est un petit peu cette double casquette, je pense, qui est intéressant. La gestion de l'audio à un niveau plus local, de proximité, et la force d'un groupe qui agrège tous ces flux. On va s'intéresser. Alors, sans plus attendre, si je reviens sur Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se structure cette gestion de l'audio dans un univers où il y a quand même une radio très forte, et quel est un petit peu votre rôle? Vous êtes rattaché au digital, je crois, à Énergie. Voilà, en fait, en gros, moi, je suis directrice des podcasts. Je suis rattachée donc à la cellule digitale d'Énergie qui s'appelle e-Énergie, et sur laquelle est rattaché tout ce qui est lié donc, au site web, à l'application et évidemment les podcasts. Mais il faut savoir que nous, on travaille main dans la main avec les antennes. Donc, notre objectif, c'est d'aller distribuer au mieux les replays radio et d'aller créer des contenus originaux natifs pour essayer de pouvoir enrichir tout le catalogue qu'on peut offrir à nos auditeurs. Parce qu'il faut savoir qu'Énergie, c'est quand même des radios, donc je vais le rappeler, c'est Énergie, Chérie FM, Nostalgie et Rire et Chanson, qui sont principalement des radios musicales. Donc nous, on a vraiment pour objectif d'aller apporter du contenu complémentaire et d'aller cibler des audiences plus jeunes et voire des audiences qui consomment plus du podcast avec la création de contenus originaux. Ok, donc ça, c'est un petit peu la structure. Sur la partie, Jacques, si toi, je sais qu'on avait un peu réagi dans la première partie quand on a fait un petit peu un entretien de préparation sur cette notion de audio first. Qu'est-ce que tu en penses? Comme je te disais il y a 2 jours au téléphone, en fait, poser cette question à un éditeur de radio, est-ce qu'il est audio first? Je trouvais que c'était une question sous forme d'un pléonasme. Évidemment qu'on est audio first, on fabrique de la radio, on est d'abord éditeur d'un programme purement audio et partant de là, on a pour vocation, en tant qu'éditeur, d'investir absolument tous les canaux. C'est-à-dire qu'on fait du web, on sait faire de la web radio, on sait faire du DAB, on fait de la FM, mais on sait faire aussi de la radio délinéarisée, ce qu'on appelle le podcast. Et donc, on est capable, en tant qu'éditeur, d'investir absolument tous les canaux. Donc, c'était une question que je trouvais un peu étrange au départ. Est-ce que tu fais de l'audio? Je suis une radio, je fais de l'audio, évidemment. Voilà. Oui, non, c'est étrange, mais... Alors, peut-être si tu avais à monter ta radio aujourd'hui, etc., la question était plutôt relative au format, c'est-à-dire la partie broadcast et la partie digitale. Est-ce que tu consacrerais autant d'énergie, etc., sur la partie broadcast? Est-ce que tu irais, et de quelle façon, sur la partie digitale? Voilà. Mais c'est vrai qu'avec un historique de 22 ans de radio, ouais. Radio first, bien sûr, mais la question se posait plus sur les différents types de plateformes. Par exemple, vous êtes à la 100% était écoutable sur quel support actuellement? En fait, on est écoutable partout. J'ai le souvenir d'avoir allumé il y a 22 ans un émetteur FM et en même temps d'avoir allumé un serveur pour faire un stream sur Internet. Donc la radio, dit média traditionnel, c'est quand même un média qui, depuis toujours, a fait cet effort de numérisation. C'est pas nouveau. On a toujours été digital. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une dizaine d'années, un peu plus, est apparu le podcast, donc la capacité que nous avons à délinéariser l'écoute. Donc ça aussi, c'était nouveau, mais ça fait longtemps qu'on le fait, de façon relativement automatique. On propose à nos auditeurs d'écouter des météos, de réécouter des flash infos, de réécouter des éléments de programme, et ce, au travers de notre site internet, et puis aujourd'hui, au travers de plateformes comme Deezer, Spotify et tous les agrégateurs qui sont capables de récupérer nos podcasts. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Ce qui est nouveau, c'est le marché. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on fabriquait ces éléments de programme et il n'y avait pas en face de ça, en réalité, une économie.
Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de proposer au marché publicitaire, en tout cas en local, une économie, une monétisation pour nos équipes. Et donc le travail qui est fait par nos équipes, aujourd'hui, il est monétisé. Alors qu'avant, on avait plutôt tendance à faire ça parce qu'il fallait le faire, parce que voilà, il fallait faire comme tout le monde. Mais il y a une vraie économie qui se crée autour de la radio délinéarisée. Il y a une économie qui se crée aussi autour de la radio en streaming. On vend du pré-roll. On est capable de fabriquer des programmes à la demande pour des événements. Donc il y a un frémissement, en tout cas, qui permet aujourd'hui de mettre des moyens sur ce type de support et ces nouveaux médias. Je fais un petit tour rapide, comme ça on enchaînera les questions et on revient un petit peu plus dans le détail là-dessus. Moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, on se le garde pour plus tard, mais c'est un petit peu quels sont les équilibres que tu donnes entre que tu accordes sur la multiplication des plateformes, les types de contenus, le modèle économique autour de ça, etc. Christophe, sur cette partie RFI, vous pareil, c'est de multiples plateformes, c'est de multiples langues. Comment vous gérez un petit peu comment vous décidez d'aller sur telle ou telle plateforme, sur tel ou tel pays, pour telle ou telle audience. Il y a les podcasts, mais il y a aussi les applications, les réseaux sociaux, etc. Plus que jamais, vu la diversité de nos auditoires, on est obligé d'être partout et de toutes les manières. Donc forcément, je vais prendre un exemple. Si on voit sur le français, on sait qu'en Afrique francophone, on nous écoute beaucoup en FM. On n'est pas non plus des grands adeptes des plateformes de podcast. Donc là, si on les écoute sur le digital, ça va être plus sur le site internet, sur les applications et éventuellement un petit peu sur YouTube. Si on parle d'un auditoire en dehors de l'Afrique en français, là, pour le coup, on va beaucoup plus utiliser les plateformes de podcast, quelles qu'elles soient, puisqu'on a choisi une stratégie d'hyper-distribution. On n'a pas choisi la stratégie de Radio France, qui est plus de ramener les auditeurs digitaux sur leur application, ce qui est logique, ce qui est peut-être plus simple. Mais pour nous, vu le fractionnement de notre auditoire, on est obligé d'être un peu partout. Donc là, je parle pour le français. Si je parle d'autres langues, on va s'adapter en fait aux habitudes des locuteurs de ces langues. Je vais prendre un exemple, le Khmer. Alors, on a une filiale en Khmer au Cambodge. Donc, on a une radio qui a pas mal d'auditeurs en FM. Mais pour ce qui est de l'auditoire numérique, là, c'est beaucoup plus sur Facebook. On a une page Facebook qui a à peu près 5 millions de personnes qui la suivent. Et là, l'équipe de notre filiale Khmer, elle va tout mettre sur Facebook parce que les Cambodgiens sont très, très adeptes de Facebook. Donc, ils mettent tous leurs journaux, tout leur contenu sur Facebook. Si on part au Vietnam, ça va être complètement différent parce qu'en raison de tous les blocages qu'il y a liés à la censure, les Vietnamiens, ils ont choisi YouTube et ils mettent toutes leurs tranches d'infos en direct sur YouTube qui sont réécoutables. Donc, c'est plutôt là qu'on va atteindre notre auditoire. Donc, c'est juste pour dire que c'est extrêmement diversifié et fractionné en fonction des langues et des zones géographiques. Bon, et on reviendra tout à l'heure dans un autre tour de questions un petit peu sur comment vous organisez ça, vous, en interne, s'il y a des départements spécifiques podcast, si c'est le numérique qui gère ça, etc. François, sur cette genèse un petit peu, est-ce que tu peux nous revenir sur qu'est-ce qui t'a amené après avoir fait beaucoup de radio, avoir roulé ta bosse un petit peu dans différentes maisons, à vouloir créer ta propre web radio? Qu'est-ce qui t'a poussé et pour quel type d'audience? Et au final, pourquoi le choix du support web radio? Je pense qu'il y a certainement une notion d'indépendance qui me plaisait, de pouvoir programmer des émissions qui étaient plus en corrélation avec ce que je représentais. C'est vrai qu'on parle souvent des fortes rotations qu'on peut retrouver sur des radios un peu plus mainstream, top 40, etc. Donc, il y avait cette notion d'éclectisme que moi, je voulais retrouver, aller creuser un petit peu plus dans l'artistique, un peu plus en profondeur en tout cas. Mettre en avant des artistes qui sont un peu moins mis en lumière sur d'autres radios. Et pourquoi la web radio? Eh bien, tout simplement parce que au final, avec très peu de moyens, on peut très vite s'y retrouver. Aujourd'hui, on peut lancer une web radio avec un ordinateur, une carte son, très peu de matériel, un serveur.
c'est quasiment clé en main via différents services. Donc, c'était une suite assez logique, tout en gardant quand même ce côté-là d'animer sur des radios en FM, parce que je tiens quand même à avoir toujours ce lien avec et du matériel professionnel. Donc, c'est histoire de rajouter différentes flèches à mon arc. Et pouvoir aussi rencontrer une scène locale, tout simplement, parce que moi, je suis basé sur Nantes, et on fait du coup vivre une scène qui est émergente dans différents styles musicaux. Forcément, c'était un attrait qui m'a attiré très fortement à ce moment-là. Et donc, c'est pas uniquement on va dire des playlists ou des sets qu'on met en ligne? Non, du tout. Aujourd'hui, en gros, sur Radio DY10, on est sur un flux diffusé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une quarantaine d'émissions différentes qui sont principalement musicales d'ailleurs. On a des émissions sociétales qui devraient arriver à la rentrée prochaine, mais pour le moment, on est surtout sur soit des artistes qui viennent présenter des DJ sets ou recevoir des artistes dans le cadre d'interviews au sein de notre studio. Et donc, on est sur une cinquantaine de bénévoles qui contribuent à ces quarantaines d'émissions-là, avec une douzaine de sélecteurs qui s'occupent des playlists, qui, elles, justement, sont différentes en fonction du moment de la journée, voire de la semaine. Le dimanche après-midi, on va être beaucoup plus cool, par exemple, comparé au vendredi soir, où les gens vont peut-être avoir envie de sortir et avoir une musique un peu plus up-tempo. Donc, on s'adapte aux envies et aux genres. Et le fait d'avoir choisi le format web radio plutôt que, je sais pas, SoundCloud ou autre, c'est un choix? C'est parce que c'est la grille que tu connaissais qui te semble intéressante? Personnellement, j'ai quand même cette notion de direct qui me plaît énormément. Direct, donc, okay. Avoir cette possibilité de prendre dans un studio une tranche horaire définie ou pas. D'ailleurs, c'est la liberté aussi qu'on peut avoir sur une web radio, c'est que nous, en tout cas, on se le permet sur Radio DY10 de gratter un petit peu sur un format qui peut-être durerait 2 heures. Et si l'invité est passionnant, pourquoi ne pas déborder? Et ensuite, pouvoir mettre cette émission à disposition sur SoundCloud. C'est vrai que nous, on est principalement rediffusé là-dessus. C'est réécoutable sur notre site internet, mais hébergé sur SoundCloud. Après, c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de DJ sets et un peu moins de podcasts natifs, c'est plus compliqué pour nous de passer via des agrégateurs. Donc SoundCloud est une solution toute trouvée pour pouvoir rediffuser ce qu'on a. Et en 2 mots, l'audience qui est visée, c'est quel type de public qui vous écoute? C'est local? Très honnêtement, à la création de la radio, parce qu'elle a été créée avant que moi j'y arrive, elle a été créée en fin 2016, c'était de pouvoir permettre à des artistes locaux sur Nantes d'être écoutés. Le bouche à oreille a fait son travail. Aujourd'hui sur Nantes, il y a une vraie écoute, un vrai audimat. Mais on se rend compte effectivement avec les données qu'on a sur SoundCloud qu'on est très écouté en Allemagne, très écouté en Russie, et on se découvre effectivement un public international qui vient chercher une façon de jouer de certains artistes français dans divers styles, et ça c'est super plaisant. Sarah, je reviens sur la notion de l'appui d'un grand groupe quand on s'occupe de podcasts. Enfin, quels sont les liens et les ponts qui sont faits? C'est-à-dire que j'imagine que ça va un petit peu dans les 2 sens, ça se rétroalimente. Comment ça fonctionne et comment ça se gère au quotidien? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des contenus originaux, donc je parle des podcasts natifs, et on va aller se servir de tout l'écosystème du groupe pour faire rayonner ces podcasts-là. Donc on va aller faire des mises en avant antenne, évidemment, parce que quand même on est assez puissant sur la radio, sur chaque antenne. On va mettre en avant nos podcasts aussi via un plan média digital sur notre écosystème, donc tous nos sites internet et nos applications mobiles. Et en plus de ça, on va aller faire rayonner aussi nos contenus sur le social. Donc aujourd'hui, on touche énormément de monde sur tous les réseaux sociaux reliés aux antennes, donc Instagram, Facebook, et on les fait rayonner de cette manière-là. Et en plus de ça, on essaie de créer des ponts qui permettent de faire incarner des podcasts par des animateurs. Donc on a lancé un podcast récemment qui s'appelle Tout sur tout, culture générale, qui est une traduction d'un podcast américain iHeart, et qu'on a fait incarner par 2 animateurs d'une émission de radio qui s'appelle Radio Stream sur Énergie. Et donc l'idée, c'est qu'eux puissent en parler à l'antenne pendant leur émission et que forcément, ça apporte un plus, nous, sur les audiences de notre podcast. On arrive à faire d'autres ponts aussi. On fait des plans de promo à l'antenne. On a un podcast sur Chérie FM qui s'appelle Conte-moi l'aventure, qui s'adresse plutôt à des familles, qui sont des podcasts de contes pour enfants qui marchent très bien. Et on a fait des très gros plans d'autopromo à l'antenne, et on sait que ça a énormément marché puisqu'on a eu une influence sur les audiences assez importante.
Et la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de ponts entre les personnes qui incarnent les podcasts natifs, qui ne sont pas forcément des personnes des antennes, à part le cas que j'ai cité juste avant, et qu'on essaie de faire rayonner à l'antenne. Par exemple, on a lancé récemment un podcast sur l'astrologie qui s'appelle Stellar, relié sur l'antenne énergie. Et les animatrices de ce podcast-là ont été invitées sur une émission de radio. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée en tout cas des ponts pour aller générer un maximum d'audience. Ok, donc des ponts vraiment dans les deux sens. Exactement, oui. Et comment réagissent les talents plutôt de radio par rapport au podcast, au format, etc. On leur demande de faire peut-être des formats plus spécifiques pour, en fonction des canaux, peut-être des fois se filmer ou... Alors, pas forcément, c'est-à-dire les animateurs radio restent quand même sur leur émission. Nous, sur les podcasts natifs, on essaie de travailler avec des intervenants externes, soit des podcasteurs qui ont déjà des podcasts ou alors même des influenceurs. Mais voilà, comme je l'ai cité, on a fait incarner des podcasts par des animateurs, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc après, nous, on essaie avec les émissions qu'ils ont de mettre en avant leurs chroniques et de voir ensemble quelles sont les chroniques les plus intéressantes à mettre en avant sur les plateformes d'écoute et sur notre site. Ok. Bien. Alors, je revenais sur cette notion de choix. On a de multiples canaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas te dire, il faut Facebook, c'est intéressant, mais au titre, en fait, tu vas conserver la priorité sur ton canal hertzien et ça va te permettre de ramener les auditeurs. Comment vous gérez ça et comment vous le financez? Je crois qu'elle a dit le mot juste, en fait, c'est l'écosystème. C'est-à-dire que la logique de l'utilisation des plateformes externes, pour moi, elle est unique. Elle est de faire revenir les auditeurs dans notre écosystème. Donc, on fabrique des podcasts, on stream notre radio sur tout un tas de plateformes, mais on reste concentré sur notre marque. Donc, si on utilise Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux, c'est dans le simple but de véhiculer l'image de la marque et d'inciter les auditeurs, enfin, en tout cas les gens, les consommateurs de ces réseaux-là, à venir consommer notre audio. C'est ça le but. C'est pas d'utiliser les réseaux pour utiliser envoyer des teasers. C'est envoyer des teasers, c'est rester sur l'idée que ce sont des vecteurs de communication pour la marque. On ne doit pas... moi, j'estime que la stratégie d'une radio régionale comme la nôtre n'est pas de mettre tous ses moyens à fabriquer des produits ou des programmes, des éléments de programme qui n'existeraient que dans les réseaux ou sur les plateformes. Mais c'est de fabriquer des éléments de programme qui incitent les gens à venir nous écouter. Et puis après, il y a le côté économique. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas en plus à le monétiser ou si d'autres le monétisent pour toi, c'est... Au travers des Indé Radios, puisque 100% est une des radios des Indé Radios, au travers des Indé Radios, nous, la monétisation se fait par l'audience. Audience égale chiffre d'affaires. Donc, plus on a d'auditeurs, plus on a de chiffre d'affaires. Je vois que c'est pareil pour toutes les radios. C'est l'économie même du média. Et donc, on ne peut pas mettre toute notre énergie à fabriquer des éléments de programme qui n'existeraient que sur ces plateformes et qui ne rapporteraient absolument pas un copec, hein, voilà, clairement. Et le but, c'est au contraire de faire en sorte que nos audiences augmentent et que nos auditeurs restent en affinité ailleurs que sur la FM avec nos marques, mais qu'ils y reviennent. Parce que pour revenir sur les contenus, parce que j'imagine que toute la partie musicale, c'est pas ça qu'on va basculer sur les réseaux sociaux, partager, etc. Mais vous, c'est aussi beaucoup d'informations locales, des agendas. Oui, la question s'est posée chez nous de la fabrication de podcasts natifs. Et en fait, donc à 100%, on a 12 journalistes qui fabriquent de l'info à chaud. Et quand vous faites un podcast, vous faites ce qu'un journaliste appelle du froid. Donc, la logique de faire une radio d'info qui traite de la dernière actualité, je ne sais pas, vous connaissez tous l'affaire Jubilard par exemple. J'ai des journalistes qui sont complètement fondus de cette affaire-là, qui suivent le tribunal, les avocats, etc. Bon, donc vous avez des journalistes qui sont sur le terrain, qui fabriquent une info hyper chaude, et vous ne pouvez pas les mettre une matinée ou une journée à écrire un podcast qui est du froid. Ou alors ils le font dans un second temps. Mais à l'échelle d'une PME comme la nôtre, il n'y a pas l'économie pour financer 2-3 jours de travail pour écrire un podcast qui, somme toute, ne sera pas réellement rémunéré. Voilà. C'est les mêmes équipes qui... C'est forcément les mêmes équipes. On n'a pas... alors, on est tout petit à côté du groupe Énergie, évidemment. On n'a pas une équipe dédiée au podcast. Donc, c'est forcément les équipes qui sont acteurs de la radio au quotidien qui vont devoir fabriquer ces éléments de programme. Et donc, vous ne pouvez pas multiplier comme ça le temps de travail des gens. Combien de personnes dans la partie podcast? On est 3. 3. Ça reste... Mais
on travaille aussi avec les antennes qui ont tout le savoir-faire en termes de production, voilà, et qui nous aident énormément. Trois à coordonner. Voilà, exactement. À imaginer les podcasts. À RFI, vous êtes combien, comment c'est structuré au niveau des podcasts, ou podcasts natifs, podcasts replay? En fait, à RFI, la stratégie, c'est quand même déjà de faire en sorte que les podcasts de réécoute soient bien mis en avant. C'est le gros de... Parce que c'est le gros de notre production et c'est vrai que ça reste des podcasts. C'est que souvent on fait la différence, mais pour quelqu'un qui n'écoute pas la radio en linéaire, quand il va sur l'appli de Radio France, par exemple, ce qui est mon cas, moi je vais chercher bon, évidemment, je connais un peu les émissions, mais je vais chercher avant tout une thématique et je pense que beaucoup d'internautes sont pareils. Alors, en ce qui nous concerne, donc on promeut beaucoup nos podcasts de réécoute, mais par ailleurs, on a une cellule, ce qu'on appelle une cellule podcast, avec 3 personnes. Il y en a un profil journaliste, un profil plutôt réalisateur, technicien, et puis un profil marketing. Et en fait, les différentes personnes qui veulent faire du podcast natif vont soumettre en fait des propositions à cette cellule, qui va leur proposer une grille, parce que l'idée quand même, quand on fait du podcast natif, c'est de penser à l'angle, de penser à faire que ce podcast il soit écouté. Et on sait que quand c'est un podcast, ça résonne beaucoup, quand c'est un podcast original, trouver son audience, c'est pas évident. C'est-à-dire que derrière, il faut une réflexion sur l'angle, sur la stratégie de diffusion, sur le format. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont extrêmement importantes. Ok, donc trois personnes. Les contenus sur... D'accord, ok. On évoquait tout à l'heure plutôt les agendas, news locales, etc. Sur RFI, en écoute sur les plateformes digitales, on est plutôt sur des journaux spécialisés par zone. Enfin, c'est quoi les gros succès d'écoute quand on parle de replay, par exemple? Alors, il y a d'abord, avant de parler du replay, il y a le direct qui est très important pour nous. D'accord. Après ça, il y a la réécoute des journaux. Et ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est que ça dépend justement de nos profils d'audience. C'est-à-dire que notre auditoire plus traditionnel, qui est l'auditoire africain francophone, va plus nous réécouter sur le site ou les applis, ou notamment l'application Plus Radio, et va écouter des émissions comme, alors ça vous dit sans doute rien, mais Invité Afrique, des émissions très priorité santé, des émissions qui concernent vraiment les auditeurs, Appel sur l'actualité, qui est une émission qui donne la parole aux auditeurs. Par contre, si on va sur un autre public qui nous écoute plutôt sur les applications, sur les plateformes de podcast, pardon, et là qui est plus en Europe, aux États-Unis ou voire au Japon, on va être sur d'autres choses complètement différentes. Par exemple, on a un produit phare qui s'appelle le Journal en français facile, qui est un journal en fait pour les apprenants étrangers, donc qui font du FLE, français langues étrangères. Et bien, ce podcast-là, il va être écouté plutôt sur les plateformes de podcast et un petit peu sur notre site. Et sinon, on a des émissions type grand reportage ou émissions sur la géopolitique qui sont plus écoutées par cette audience-là. Okay. Et pour reprendre peut-être un peu l'actualité, quand sur certains pays, tout d'un coup, on censure ou on coupe les émetteurs de RFI, voire les sites web, comment ça marche? Puisque là, on passe obligatoirement sur du support digital, j'imagine. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le Mali, en ce moment, est un peu sous les feux de l'actualité, notamment à cause de l'intervention de Wagner, mais en fait, c'est plus que ça. Donc, on est coupé à la fois en FM, mais aussi en digital. Ça veut dire qu'on ne peut plus on ne peut plus consulter nos sites ni nous écouter. Donc, on a 2 choses. La première, c'est un site miroir qui a été monté avec l'aide d'RSF, qui permet, en fait, à travers d'autres adresses, de nous suivre. Mais sinon, on s'est reporté aussi sur l'écoute en direct sur YouTube. Donc, on peut nous écouter en direct sur YouTube et on se rend compte que depuis qu'on a mis en place ce canal, petit à petit, l'écoute sur YouTube a augmenté. Ce n'est pas mirobolant et ça ne compense pas la perte très importante pour nous en consultation numérique sur le Mali, mais disons que c'est un canal un canal alternatif qui permet de nous écouter. Et c'est la même chose sur la Russie, où on a un service en russe. Et là, pareil, alors là, c'est sur un site miroir, pareil, sur YouTube en partie et sur Telegram. Et là, on est sur des développements internes à Radio France. Vous avez les moyens, vous avez les spécialistes à RFI, où vous êtes appel à des sociétés extérieures, vous avez des solutions un petit peu plus clés en main. Comment vous êtes structuré?
Alors, en dehors des sites miroirs où là, ça a été monté avec l'aide de RSF, c'est des solutions internes. C'est-à-dire que YouTube, on est présent de toute façon sur YouTube. On était déjà en direct sur l'écoute, purement écoute sur YouTube. C'est pas forcément de la radio visuelle, c'est vraiment de l'écoute, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens écoutent des podcasts sur YouTube ou écoutent de la musique sans forcément regarder les images. Et donc, c'est simplement, on a quelqu'un dans notre équipe technique qui a monté quelque chose qui permet d'écouter avec des images prétextes sur YouTube notre direct. Ouais, c'est vrai qu'on voit les profils différents qu'on a à la table, parce que peut-être que toi, émettre sur YouTube, aucune utilité. Je perds mes auditeurs et je... Non, c'est un canal d'écoute comme un autre, en fait. Je le disais au départ, nous sommes éditeurs, donc quel que soit le canal qui s'offre à nous, faut l'utiliser, l'exploiter. Aujourd'hui, diffuser sur YouTube, je sais pas, je vais essayer, mais j'imagine que c'est pertinent. Y a pas de, c'est un émetteur de plus, en fait. Donc dès lors qu'on trouve nos auditeurs au bout et qu'ils nous écoutent, je vois pas le problème. Non, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le financement, c'est-à-dire que les moyens. Est-ce que je vais maîtriser mon flux, c'est-à-dire que quand j'émets sur YouTube, quand je diffuse sur YouTube un stream, est-ce que YouTube va venir couper mon audio pour insérer de la pub qui ne me sera pas rémunérée? Et c'est là qu'est le problème, en fait. C'est-à-dire que quand on diffuse son canal en tant qu'éditeur absolument partout, il faut qu'on maîtrise in fine la chaîne de valeur. Moi, ma problématique, c'est pour chaque canal, c'est de savoir si quelqu'un se rémunère sur moi. Et il y a une perte de souveraineté. Je ne peux pas dire demain je diffuse sur YouTube, je génère de l'audience et cette audience elle ne m'est pas rémunérée. Voilà, la problématique elle est là. Et je voudrais parler du Radio Player. Bah oui. Typiquement, c'est une initiative. Groupe Énergie est dans Radio Player. La plupart Radio France, tout le monde est dans Radio Player aujourd'hui. C'est une initiative extraordinaire qui permet d'agréger en fait et de créer ce qu'on va appeler demain le bouton radio dans les voitures et un petit peu partout. Et on gardera cette souveraineté d'être capable de dire qui est dans Radio Player. On recréera un univers d'écoute qui est grosso modo les éditeurs francophones entre eux. Chose que vous ne pouvez pas avoir demain si le bouton radio s'appelle TuneIn, si le bouton radio s'appelle YouTube, vous ne maîtrisez absolument plus rien. Et il y a perte de valeur et mise en danger de nos sociétés. Il faut quand même bien regarder ça. Et tu peux nous rappeler un petit peu, parce que le Radio Player, on évoque la voiture, mais en fait, c'est toute une multitude de supports. Oui, alors je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est effectivement un outil qui est multiplateforme. Vocaux, voilà, c'est multiplateforme. Ça permet en fait d'agréger au travers d'une société qui a été créée un peu en économie mixte avec les principaux acteurs de la FM en France, les réseaux et Radio France. Et elle a vocation, alors je vois Yann Le Garçon qui est là-bas, qui pourrait nous en parler mieux que moi d'ailleurs, salut Yann, qui est directeur général de Radio Player. Et cette plateforme a vocation en fait à intégrer absolument tous les devices. Mais peut-être demain votre frigo ou je ne sais quoi. Parce que 100%, on n'aurait pas les moyens d'être présent de partout. On n'aurait pas pu, en tant que PME, on n'aurait pas pu fabriquer ou investir suffisamment pour créer ce type de plateforme. C'est une opportunité extraordinaire. Ouais. À Énergie, on teste beaucoup, non, sur beaucoup de plateformes. Enfin, quel est un petit peu où on se fixe? Bon, j'ai compris que c'était un grand public. Enfin, voilà, faut rester dans la cible. Mais vous avez quand même beaucoup un petit peu cette approche de test-erreur ou d'essayer, non? Alors, en termes de création de contenu, oui, parce que du coup, on teste plusieurs typologies de contenu et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Nous, notre objectif, c'est de créer des contenus originaux et de les faire durer dans le temps. C'est-à-dire, donc, on va créer une audience de zéro. Donc, on va aller créer une audience. Et là, on a créé à peu près une vingtaine de podcasts et on voit déjà ceux qui ressortent. On les a créés depuis 1 an. On voit déjà les audiences qui sont plutôt engagées, qui suivent le podcast. Je parlais tout à l'heure de Conte-moi l'aventure, qui est notre podcast de contes pour enfants. Aujourd'hui, on fait plus de 100 000 écoutes par mois. Donc, voilà, on voit qu'il y a une audience qui est là. Pareil, un podcast qui s'appelle Feu de camp sur des histoires paranormales. Donc, voilà, en tout cas, nous, on teste des formats. On voit si ça marche ou pas. Et après, sur la diffusion, on teste aussi des formats. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour nous, on pense que c'est vraiment, en tout cas, une source très importante de potentiel d'une audience. On essaie de créer des formats qui partent de nos podcasts et du coup de les mettre en avant sur nos réseaux sociaux. Donc, je prends par exemple des extraits de nos podcasts qu'on met en avant, des photos de nos invités, etc. Là, on vient d'essayer de faire
premier podcast filmé dont on va tirer des petits moments qu'on va mettre en avant sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ça en fait nous permet vraiment de faire rayonner nos contenus et de faire des test and learn pareil sur les contenus qu'on fait. On parlait de collaboration, etc. Alors, une petite question d'abord sur les supports. Si tu avais à te projeter avec des moyens, parce que après c'est chacun un petit peu à son niveau, et quand on est plus artisan, voilà, on a les moyens qu'on a. Et si tu avais à être présent sur d'autres plateformes, qu'est-ce que tu viserais, ou est-ce que tu pourrais trouver ton audience Il y a une suite qui paraîtrait assez logique et qui est mise en forme par différents podcasteurs, créateurs de contenu, qui est le YouTube et le Twitch aussi. Personnellement, moi, j'irais pas vers là parce qu'on parlait d'audio first. Moi, je dirais même audio only de mon côté. Parce que je suis très rattaché à ce côté radio, le côté imaginaire où l'auditeur vient se faire une idée de ce qu'il se passe dans le studio et on va pas aller l'intégrer en lui donnant des images sur ce qu'il peut se passer aussi bien quand on parle que quand il y a des titres qui sont diffusés. Donc effectivement, oui, il y a des plateformes qui pourraient être une suite logique pour avoir toujours plus de visibilité. On parlait de Radio Player. C'est évidemment quelque chose qui pourrait nous donner des idées en tant que web radio plus tard, parce que il est clair que avancer tout seul c'est bien, avancer ensemble c'est généralement mieux. On peut mettre en commun des moyens qui nous permettent d'avancer plus fort, plus loin et d'avoir une visibilité qu'on n'aurait pas eue auparavant. Est-ce que c'est l'objectif de l'union des web radios ? J'irais pas me dire que c'est un objectif à terme. On a pu l'évoquer par moment, mais on a tout un tas de chantiers qu'on veut avant élaborer. On peut revenir quelques minutes là-dessus. Bien sûr. Est-ce que tu peux me préciser un petit peu pourquoi vous avez créé cette union et la raison d'être de l'Union des web radios françaises, qui est donc a été une fédération qui a été lancée sur l'impulsion d'Anton Dabrowski, qui est le directeur de Tsugi Radio. C'est un constat qui était assez simple pendant le Covid, c'est de se dire que les web radios subsistaient en grande partie. On n'a pas de chiffre exact, mais on peut considérer que c'est à peu près 80% de nos ressources qui découlent de l'événementiel. Avec le Covid, l'événementiel, on va pas se mentir, c'était quand même relativement compliqué. Donc, on s'est retrouvé avec plus d'activités parce que les artistes n'avaient plus d'endroit pour se produire. Et à contrario, nous, on avait moins de moyens avec une très forte demande de leur part pour être diffusés. Donc, Antoine a envoyé un premier mail à différentes radios dont on faisait partie. On était très heureux. Il y avait également Radio Meux, le Mélotron et d'autres web radios. Et l'idée, c'était de se fédérer afin d'interpeller les pouvoirs publics pour pouvoir, pourquoi pas, dans le futur, imaginer quelque chose qui peut déjà exister pour les radios associatives en FM. Je pense forcément au FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est une subvention auquel ces radios ont le droit pour du fonctionnement, pour la gestion, etc. Et qui n'existe pas pour des web radios, parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'avoir des subventions de ce genre-là, on doit cocher une case qui est le FM. Et nous, c'est dans notre définition, la web radio, on n'est pas en FM. Ou en tout cas, à la base, on ne l'est pas. Donc, effectivement, ensuite, suite à ça, on s'est réunis. On a tout un tas d'autres projets qui sont aussi tournés vers de l'échange, se tirer les uns les autres vers le haut, en ayant, pourquoi pas, une plateforme de ressources pour pouvoir expliquer à une personne qui lance sa web radio quels sont ses droits, certes, mais aussi ses devoirs, c'est-à-dire contacter la SACEM pour pouvoir se mettre en règle avec les ayants droit, etc. Donc, il y a un tas de petites choses qui peuvent faire en sorte que une personne seule ou avec une petite équipe puisse très rapidement être indépendante grâce au conseil des gens qui l'entourent au sein d'une union comme celle-ci. Et après, je pense à plein de projets. On aimerait, pourquoi pas, à plus ou moins long terme, créer un festival de la web radio, créer une émission ou un programme commun. C'est quelque chose auquel on discute déjà et qu'on aimerait, pourquoi pas, mettre en œuvre. Donc, tout un tas de projets passionnants et qui permettent déjà d'ailleurs, alors qu'on n'a pas encore lancé certains chantiers, de faire des ponts entre certaines villes. Je vais prendre mon cas très précis.
avec Radio DY10. On s'est rapproché de Radio Béguin, une petite radio, web radio lyonnaise, avec une grande qualité auditive et des gens fabuleux dans cette structure-là. Et ben, on a fait un échange l'année dernière. Ils sont venus pendant 3 jours à Nantes. On a fait 2 jours de plateau et inversement, le mois suivant, on est allé chez eux et ça fait des rencontres, somme toute. Ce sont des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer et qui, au final, cette même passion fait que nos chemins vont se croiser. Donc, on aimerait en fait que toutes ces structures qui font partie de l'UWF puissent se tirer vers le haut tout simplement et qu'on puisse émettre cette impulsion-là. Ok. Donc j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à un appel aux autres web radios. Toujours. Très bien. Très bien. C'est entendu, c'est lancé. Christophe, je reviens sur cette notion de collaboration sur les médias publics. Spécificité radio pour RFI, dans un groupe multimédia avec des Radio France, des INA, etc., des podcasts natifs qui naissent un petit peu partout. Voilà, certains objectifs communs. Comment vous collaborez ou il y a des choses que vous mettez en commun, des plateformes communes? Comment ça se passe? Alors, avec l'audiovisuel public, il y a plusieurs aspects. Alors, il y a l'aspect appli de Radio France, sur laquelle on est d'ailleurs comme collaborer. Ouais. Il y a aussi Arte Radio qui est dessus, donc qui ne fait pas partie de Radio France, mais qui fait partie de l'audiovisuel public. Et par ailleurs, on fait partie avec d'autres médias publics, des MFP, les médias francophones publics. Et là, donc, on a des collaborations régulières, donc avec Radio-Canada, Radio Suisse Romande, Radio France, la RTBF. Et là, on produit des choses en commun. Il y a eu un podcast natif, notamment sur les élections américaines, qui s'appelait Washington DC, qui a été fait en commun avec toutes les radios francophones publiques, enfin en tout cas de ces pays-là, parce que ce n'est pas toutes les radios francophones du monde, bien entendu. Et puis, il y a d'autres projets qui sont en cours. Et puis, chaque année, on diffuse aussi, notamment pendant l'été, des émissions qui ont été produites par différentes radios francophones qui sont diffusés sur nos différentes antennes, que ce soit par exemple une émission, un reportage de Radio-Canada qui va être diffusé sur RFI et inversement. Donc il y a des collaborations qui se font de cette manière-là. Ok. Alors je vais ouvrir et m'arrêter un petit peu de parler pour recueillir vos questions également. Voilà, on voit qu'on a 4 profils de radio qui peuvent témoigner de stratégies différentes. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'un ou aux autres? Et sinon, est-ce que vous voulez ajouter des éléments sur ce qu'on a diffusé? Est-ce que des nouveaux supports comme les assistants vocaux, où on rentre peut-être plus dans un monde conversationnel, sont des choses qui vous intéressent et sur lesquelles vous travaillez? Comment, par exemple? Alors, est-ce qu'il y a des questions, éventuellement? Je reviens sur la notion de vocal. Est-ce que c'est une extension naturelle? Est-ce que c'est un terrain d'exploration? Est-ce que ça vous semble intéressant? Et est-ce que vous y mettez des moyens, par exemple? C'est vrai que nous, les radios, web radio artisans, avec de faibles moyens, parce qu'on ne va pas se mentir, au-delà de l'événementiel, ce qui nous fait vivre, c'est à la fois le don et autrement les fonds propres pour certains d'entre nous. C'est vrai que déjà, on est dans cette stratégie pour certaines d'entre nous. Évidemment, il y en a qui pensent plus loin et grand bien leur face. Je les pousse au contraire à essayer d'avoir la plus grande impulsion possible pour essayer de développer ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas encore tout à fait l'objectif. On est encore. C'est vrai que pour avoir discuté avec pas mal de monde sur le salon, et aussi bien en flânant à droite à gauche qu'au niveau de notre stand de l'UWF, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient, en fait, on a l'impression que les web radios en ce moment, c'est un énorme bac à sable, style ce qui pouvait se passer en 81 avec la libération des ondes sur la FM, parce qu'en fait, on peut, entre guillemets, faire un peu ce qu'on veut. Et donc, il y en a la possibilité de créer un nouveau monde auditif, sans tout révolutionner, hein, on ne va pas non plus faire une révolution, mais on a cette possibilité de prendre ce média avec pour le moment une possibilité de création qui n'est peut-être plus trop le cas aujourd'hui sur un certain nombre de FM, parce qu'il y a aussi une ligne directrice et rédactionnelle à suivre, etc. Donc voilà, il y a une certaine liberté à prendre.
Et ce qu'on veut aussi, par l'intermédiaire de l'UWF et en travaillant main dans la main avec les institutions, c'est aussi pouvoir quand même cadrer un minimum pour que... Enfin, c'est très bien d'avoir des droits, mais on est aussi censé avoir un certain nombre de devoirs, répondre à un certain nombre d'exigences auxquelles certaines peuvent ne pas répondre pour le moment. Je pense par exemple, on parlait des droits, très rapidement, j'ai fait allusion aux droits d'auteur par exemple. C'est quand même normal que les artistes qui fournissent la musique qui est diffusée sur ces radios-là puissent un jour toucher une rétribution. Donc voilà, on a un tas de sujets sur lesquels on peut travailler, mais c'est vrai que de notre côté, développer quelque chose au-delà de ça, personnellement, c'est pas encore ma priorité, mais peut-être qu'un jour ça viendra effectivement. Pour notre part, on est présent sur les assistants vocaux et on est aussi sur la DAB+, dans certaines villes. Mais c'est vrai que notre priorité, bon déjà, c'est arriver à maintenir nos FM parce que ça devient compliqué sur le continent africain notamment. On est très présent où c'est très tendu en ce moment avec le Mali. Il y a aussi des tensions au Burkina Faso, donc ça c'est évidemment très important. Et sur le digital, c'est, je pense, essayer vraiment de mettre le paquet pour. On est en train de refaire par exemple notre application d'écoute des podcasts parce qu'on pense qu'il faut la moderniser, il faut essayer de mieux atteindre nos audiences. Et puis, alors, il y a une petite niche qui est assez intéressante, c'est la niche du son, justement, qu'on diffuse sur Facebook ou sur YouTube, en ce qu'on appelle, nous, le son habillé. On a baptisé ça comme ça. C'est en fait tout simplement un son avec une image et une onde sonore. Et ça fait déjà quelques années qu'on avait démarré il y a pas mal d'années sur ça, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait sur certaines audiences. Donc on continue ça, mais sur une audience un peu niche, parce que notre chaîne YouTube, par exemple, on s'est rendu compte que ce qui les intéresse, ceux qui vont sur notre chaîne, c'est plutôt l'Afrique, parce que c'est plutôt les Africains, parce que YouTube est assez utilisé en Afrique. Et donc, on va leur proposer des vidéos, mais aussi beaucoup de sons habillés et qui font parfois des scores vraiment très, très importants. Je parle de plusieurs centaines de milliers de vues sur YouTube. Alors, ce n'est pas toujours le cas, bien entendu, mais ça arrive. Et ce qui est très intéressant, c'est cette multiplicité des façons d'écouter la radio qui reste intéressante. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a les plateformes, les assistants vocaux, le DAB+, etc. Mais il y a aussi des choses parfois qui semblent artisanales, parce que même si on est apparemment une grosse radio, on doit être partout. On est une radio de service public avec les budgets que c'est aujourd'hui. Et donc, on fait parfois aussi un peu de bricolage, on teste des choses. J'ai vu que vous aviez fait beaucoup de choses sur WhatsApp, par exemple. Vous avez fait des choses assez extraordinaires en rediffusion d'émissions, en contribution d'auditeurs, etc. Alors, sur WhatsApp, à une époque, on avait lancé quelque chose. Malheureusement, les conditions que nous ont imposé WhatsApp, et là on revient au sujet de passer par des canaux qui ne sont pas les nôtres, c'est quand même très dépendant de cela. Et par exemple, Facebook, là, en ce moment, est en train de nous dire, par exemple, c'est tout récent, nous disant, bon, écoutez, c'est très bien les articles sur Facebook, mais là, on va moins les promouvoir dans les prochains mois, donc ça veut dire que vous allez perdre du trafic. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut quand même pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que sinon, on se retrouve le bec dans l'eau. Chacun a sa petite expérience. Des commentaires éventuellement sur la... Non, nous, on est évidemment présents sur les assistants vocaux et on travaille même des programmes qui sont assez innovants. On a créé le premier épisode conversationnel où la personne peut interagir sur le podcast, sur un épisode de notre podcast de contes pour enfants. Donc, on le teste, on est en test, on va voir si ça marche. Et puis après, sur la diversification des canaux, en effet, nous, on est présents sur l'ensemble des plateformes d'écoute, mais évidemment, on travaille aussi à mettre en avant au mieux nos contenus, donc que ce soit nos replays radio et nos natifs, dans le but de driver un maximum de trafic aussi sur notre application et sur nos sites. Et d'ailleurs, on est aussi, nous, en train de refaire une belle application, justement, pour driver un maximum d'écoute là-dessus. Ok. Non, mais c'est sans fin, en fait. Peut-être le radio player, non? Oui, non, mais on a parlé déjà du radio player, mais en fait, la course, c'est une course permanente, c'est sans fin. Les règles changent. Je viens de le dire pour Facebook, mais pour Google, c'est la même chose. Du jour au lendemain, vos articles sont référencés, puis vous avez oublié de faire je ne sais quoi sur votre site. Il faut remettre un billet pour
régénérer du référencement naturel. Et donc, c'est une course permanente. C'est un monde extrêmement protéiforme en fait, dans lequel on évolue. On doit garder à l'esprit qu'il faut investir tous ces canaux pour que nos auditeurs qui consomment ces autres supports nous retrouvent. Mais comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de les ramener chez nous et de rester dans notre univers à nous, dans lequel nous avons nos propres règles et dans lequel on peut monétiser. Il faut garder ça à l'esprit. Pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est vrai que c'est extrêmement important, c'est qu'effectivement, on essaie d'être présent partout, mais aussi de mettre le plus d'efforts possible aussi pour que les consultations sur nos environnements soient plus importantes sur tous les éléments, bien sûr, sur le texte, sur l'audio, pour France 24, évidemment, sur la vidéo aussi. Mais c'est vrai que c'est essentiel du fait qu'on est quand même dans un univers qui est très, très changeant et où les énormes plateformes comme Google, Facebook et autres changent leurs algorithmes, leurs conditions, etc. Et ce qui fait qu'on peut arriver, si on devient trop dépendant, nous on a une radio en arabe qui s'appelle MCD qui était extrêmement présente sur Facebook et son audience venait énormément de Facebook. Et donc les changements qu'il y a eu sur Facebook ont été extrêmement dommageables pour l'audience. Donc c'est vrai que c'est un travail permanent, c'est un petit peu épuisant, mais bon, ça fait partie du jeu. Tout ça me donne presque envie de dire, je suis très bien avec mon flux principal. Voilà. Et finalement, les gens viennent écouter un flux que je gère et je ne dépends pas au final de grandes plateformes et multinationales qui viennent imposer leurs politiques, leurs conditions générales, etc. Donc au final, est-ce que ce qu'on fait de notre côté n'est pas quelque chose que l'auditeur recherche? C'est vrai que c'est bien d'être un peu partout. Est-ce qu'être un peu trop partout? Bon, c'est sûr que pour RFI, présent sur plusieurs pays, etc., ça tombe sous le sens parce que quand il y a des difficultés à rencontrer sur une plateforme d'écoute, il faut bien pallier à ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est presque ironique au final. En tout cas, moi, je retiens aussi le commentaire de Christophe sur les produits d'appel, c'est-à-dire il faut être présent quand même là où est l'audience, parce que l'audience n'est plus forcément directement sur la FM, mais d'aller la chercher là où elle est pour la ramener sur son véhicule principal reste clé. Vous avez déjà fait des expériences sur la social audio et un petit peu toutes ces nouvelles plateformes, des Clubhouse, Twitter Space, etc. ou pas trop, non ? De notre côté, pas du tout, non. Non. Encore très frais, d'accord. Très bien. Une question ? Merci. Bonjour, Lital Khan, TX Studio. J'ai une petite question justement pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au SEO. Est-ce que c'est un enjeu pour vous, le SEO, par rapport au contenu audio ? C'est un chantier sur lequel vous travaillez ou pas ? C'est plutôt pour les contenus écrits, en fait, puisque notre rédaction fabrique donc de l'info audio, mais cette info audio, elle est retranscrite en texte. Et donc, nous, on a une politique au niveau de la radio d'avoir un site d'information. Quand vous allez sur 100%.com, c'est d'abord un site d'info avec de l'info locale. La rédac de 12 journalistes chaque journaliste fabrique 3 à 4 articles par jour. Donc, vous avez quand même une quantité d'articles frais au quotidien sur des petites villes du sud-ouest qui, parfois, ce sont les seules sources d'information, clairement. Et donc, nous, le travail de référencement, il se fait surtout sur les articles écrits. Donc, nos auditeurs voient passer sur les réseaux, sur Google News, les articles de notre radio. Ils sont en contact avec la marque. Et donc, ça leur donne envie de nous écouter. C'est ça l'objectif. Et nous, c'est à peu près la même chose, parce qu'on a énormément de rédacteurs qui font des contenus écrits justement à destination de la radio. Et en effet, on travaille le SEO, évidemment. On a quelqu'un qui travaille chez nous pour le SEO et des rédacteurs qui écrivent tous les jours des articles qui sont sur les podcasts, mais aussi sur toute l'actualité, notamment de la musique sur Énergie, voilà, qui ont pour objectif de driver aussi du trafic sur le site et de donner envie aux utilisateurs de pouvoir écouter soit la radio, soit nos web radios, soit nos podcasts. Je ferai à peu près la même réponse, c'est extrêmement important pour nous. On publie énormément d'articles sur le site de RFI en français, parce que c'est un site d'actualité 24 heures sur 24, donc on publie énormément d'articles. Mais sur les podcasts, justement, on a un gros travail en ce moment sur faire en sorte, notamment, par exemple, je pense que ce genre de truc, ça doit se poser aussi chez Énergie, quand vous avez un producteur qui a une page de son émission,
En fonction du producteur, il y aura plus ou moins de contenu référençable. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler avec les producteurs et puis leurs équipes pour que les titres, pour que le texte qui est à l'intérieur, les liens, tout soit mis. Et c'est un boulot aussi d'accompagnement des différents producteurs d'émissions. Dernière question. Alors, ce que je vous engagerai un petit peu aussi à suivre demain, si le sujet vous intéresse, je m'étais noté quelques conférences peut-être complémentaires. On a une conférence sur comment j'ai augmenté l'écoute, qui parlera aussi de cette notion d'audio au centre de l'expérience et des nouvelles technologies, de l'innovation autour pour arriver à offrir de l'audio immersif, de l'audio social, de l'audio interactif, etc. Et on pourra compléter le propos à cette occasion. Et il me semble qu'on avait aussi une conférence sur justement la découvrabilité et les métadonnées, voilà, qui sera les bonnes pratiques du référencement de son podcast pour augmenter sa découvrabilité. Donc demain matin, plutôt du côté podcast qui traitera justement de tous ces sujets et plus spécifiquement du podcast et du titre du podcast et des mots-clés, etc. Je tenais à vous remercier pour avoir partagé de façon très transparente ces stratégies. Moi, ce que je retiens, c'est quand même qu'il y a un vaisseau amiral voilà, qui, pour certains, historiquement, est la radio, pour d'autres, la web radio. Et je dirais qu'un petit peu tous les supports autour et les autres modes de consommation sont principalement utilisés pour ramener l'audience sur ce canal principal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.